m'appelle Jérôme Poitvin. Merci d'assister à cette présentation. Première pour moi, donc je vais être forcément nerveux, etc. Mais on va faire avec. Donc je m'appelle Jérôme Poitvin, je travaille dans une société qui s'appelle Atoll Conseil et Développement. C'est une société donc, qui a été fondée en 2000, qui a à peu près maintenant 230 collaborateurs et collaboratrices. Et qui est basé, le siège principal, enfin historique, est à Gevrey, et puis on a des agences dans d'autres villes. On fait principalement du développement d'applications en mode forfait, de l'intégration de solutions open source sur différents domaines d'expertise, l'intégration de données, de problématiques cartographiques dans les applications. On a tout un pôle d'activité autour de l'ECM, la gestion électronique de contenu. Voilà, un pôle data. Et on a des clients dans différents secteurs, la santé, les collectivités territoriales, des ministères, pas mal de clients dans le monde agri-agro. Voilà. Et donc, depuis 2014, on propose également une activité d'hébergement d'applications. Donc voilà, c'est moi, je ne me suis pas planté. Si jamais ça vous intéresse, j'utilise ce pseudo-là un peu partout. Bon, je suis majoritairement en lecture seule, mais sur les différents réseaux. Mais voilà, donc j'ai une formation plutôt dans le monde du développement. Donc j'ai une formation d'ingénieur logiciel, on va dire, et j'ai commencé ma carrière en tant qu'architecte logiciel. J'ai rejoint Atoll donc, il y a bientôt 13 ans, et aujourd'hui, je suis donc le directeur de l'activité d'hébergement. Je gère une équipe d'une dizaine de personnes qui a, en plus de cette activité d'hébergement, la responsabilité de la gestion du SI de l'entreprise. Et donc, j'ai les casquettes de DSI et RSSI. Donc, voilà, pour les présentations et pour un petit peu le contexte. Peut-être juste avant, un petit disclaimer, quoi que laisse penser le titre, l'idée, c'est pas forcément de prétendre qu'on fait ce que certains acteurs beaucoup plus gros sur le milieu de l'hébergement font, mais c'est de proposer une approche différente, de vous présenter un peu ce que nous on fait, comment nous on a abordé la problématique, et puis voilà, voir si vous avez des réactions, des questions par rapport à ça. Deuxième point également, pour tout ce qui est la partie matérielle, la partie serveur physique et réseau, on travaille avec OVH Cloud, on est partenaire d'OVH Cloud, et ce serait pas très honnête de dire qu'OVH est petit. Donc voilà, mais voilà un peu pour le contexte. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on héberge les applications de nos clients? En gros, ce qu'on veut vendre à nos clients, c'est un accès à leurs applications en mode SaaS. Donc, en gros, nos clients n'accèdent pas aux machines virtuelles. Ils accèdent à des services, des applications web, des bases de données, peu importe, un serveur SFTP, des choses comme ça dont ils ont besoin pour le fonctionnement de leurs applications. Et donc, voilà, on va travailler sur un cloud privé, mais le besoin, avant tout, c'est d'héberger des applications de nos clients en mode SaaS, des applications développées ou maintenues. Des fois, on n'est pas à l'origine, Atoll Conseil Développement n'est pas à l'origine des applications, mais on a la maintenance. Et donc, c'est souvent des applications sur mesure qui sont faites pour les besoins du client, et ça a un certain nombre de contraintes à certains moments. Et certaines applications ont quelques années. On a des applications qui ont été faites il y a 15 ans, qui continuent d'être utilisées, et elles n'ont pas toujours eu le loisir d'être complètement refondues depuis zéro. Donc elles ne sont pas toutes cloud native, comme on pourrait dire. Voilà. Peut-être aussi, petit point géopolitique, de contexte géopolitique. Je pense que vous avez tous entendu parler des questionnements autour de la souveraineté européenne concernant le numérique, des trucs comme le Health Data Hub ou des choses comme ça, qui font se poser des questions. Est-ce que les acteurs étrangers sont les mieux placés pour gérer ce genre de problématiques? Des questionnements qui sont motivés par des frictions, on va dire, entre certaines lois extraterritoriales de certains acteurs étrangers et des lois européennes ne sont pas toujours complètement compatibles, quoi.
Et voilà, donc un certain nombre d'acteurs américains, par exemple, poussent pour que du logiciel sous licence américaine soit déployé chez des acteurs français. Ça ne suffit pas toujours, enfin ça ne suffit pas, d'après un certain nombre de cours d'ailleurs, à exempter les services d'être soumis au Cloud Act, par exemple. Voilà, j'imagine que j'apprends pas grand-chose sur ces rappels-là, mais du coup, la question, pourquoi, pour héberger les applications web assez classiques et standards, dirons-nous, pourquoi utiliser un cloud privé? Alors, le premier point à avoir en tête, c'est que quand on a démarré cette activité en 2014, l'offre de public cloud en France était balbutiante ou voire inexistante. En tout cas, elle était très très rare. Typiquement, OVH Cloud n'avait pas d'offre de public cloud à l'époque. Donc il a fallu monter quelque chose sans ces éléments. Après, c'est pas parce qu'on a fait ce choix en 2014 qu'on ne se repose pas régulièrement la question, est-ce que c'est encore pertinent? En l'occurrence, on estime que c'est toujours pertinent de continuer à gérer nous-mêmes finalement la partie virtualisation. Si on reprend le problème à la racine, le but, le besoin, quand on héberge des applications, on a besoin à un moment de ressources matérielles. Les public clouds, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous proposent ces ressources matérielles virtualisées, mais ils nous les proposent à la demande. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on peut les utiliser quand on a besoin, payer ce dont on a besoin, et ne plus payer quand on n'a pas besoin. Et le deuxième intérêt, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques qu'on n'a pas à gérer, les problématiques plus bas niveau. Et donc dans notre contexte à nous, le fait de gérer nous-mêmes les couches de virtualisation, on l'avait déjà mis en place, donc ça nous a montré qu'on avait plus de souplesse sur un certain nombre de paramètres dans les machines virtuelles. Alors tout bêtement, des fois on a besoin d'une machine virtuelle qui a 2 CPU et 2 Go de RAM. Les offres de public cloud, à part des machines de type développement, c'est pas forcément facile de trouver ce genre de profil. Et donc, certains clients nous disent, voilà, on a besoin d'une machine qui est comme ci, comme ça. Le fait d'avoir nous-mêmes la main sur la partie configuration des machines virtuelles nous offre une plus grande souplesse et voilà, des possibilités de paramétrage et de réglage plus fins que quand on prend un truc sur étagère, quoi. Le deuxième point, c'est que quand on additionne finalement le coût de toutes les machines virtuelles dont on peut avoir besoin et qu'on fait la comparaison avec des ressources brutes, il y a un certain différentiel de tarifs. Et donc le choix d'Atoll est plutôt d'investir dans finalement de la compétence et donc dans des ETP, dans l'équipe, pour faire fonctionner, mettre en place et faire fonctionner les couches de virtualisation que de reposer sur soit des licences toutes faites, soit des ressources tierces. Sachant que maintenir les couches de virtualisation, ça ne prend pas 100% du temps de quelqu'un qui aurait été financé par la différence entre le coût des machines virtuelles et le coût des ressources physiques. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, si vous avez une différence d'un ETP entre le coût des machines virtuelles et le coût des serveurs physiques pour la même quantité de ressources informatiques, l'ETP que vous financez avec cette différence-là ne va pas faire que la maintenance des couches de virtualisation, quoi. Donc ça permet d'avoir plus de gens dans l'équipe. Donc on était parti à l'époque sur OpenStack. OpenStack en lui-même, j'ai envie de dire, fait pas grand-chose. Il orchestre d'autres trucs. Donc on est parti sur, on va dire, le classique OpenStack, Ceph, Linux KVM, OpenVSwitch. Donc c'est du classique. Et on provisionne, on pilote tout ça avec la solution Puppet. Donc c'est pareil. Historiquement, Ansible n'existait pas quand on est parti avec ces technos-là. Aujourd'hui, on l'utilise en appoint. Hein. Puppet sert à un certain nombre de choses et puis Ansible à d'autres. Et OpenStack se trouve être particulièrement bien géré par Puppet. Voilà, alors OpenStack, est-ce que c'est compliqué? Alors OpenStack, c'est 33, ce qu'ils appellent service, 33 modules, 33 briques qu'on peut utiliser ou pas.
Et dit comme ça, ouais, ça peut impressionner un petit peu, se dire est-ce qu'on a vraiment besoin, enfin, est-ce qu'on va pouvoir gérer toutes ces briques-là. En pratique, notre choix, alors dans OpenStack, il y a des trucs pour gérer des machines virtuelles et puis il y a des trucs pour gérer des VPN, pour gérer du DNS, pour gérer du load balancer, pour gérer tout un tas de services, on va dire un peu plus haut niveau que la ressource virtuelle. Et puis les modules eux-mêmes sont à des degrés divers de stabilité et de maturité. Et en pratique, dans OpenStack, nous, on a fait le choix vraiment de restreindre au strict minimum les modules et les services qu'on allait utiliser. À savoir, oui, on a besoin de Nova. Nova, c'est ce qui permet de piloter la partie calcul, le compute, c'est-à-dire la RAM et le CPU, basiquement. Un peu plus, la carte mère et des trucs comme ça. Mais bon, globalement, voilà, c'est les capacités de calcul. Cinder va piloter tout ce qui va être la partie disque dur. Donc, en l'occurrence, il va piloter Ceph, qui est une solution on va dire, de baie de stockage logiciel open source. Et puis, Neutron va piloter tout ce qui va être réseau virtuel. On a également besoin de Glance et de Keystone, qui sont des... Alors, Glance, ça gère les images à partir desquelles on fait les machines virtuelles, et puis Keystone, c'est un composant d'authentification des autres briques, on en a besoin. Voilà, c'est juste histoire d'être complet, mais on s'est vraiment restreint au strict minimum en termes de modules OpenStack, et même dans ces modules-là, par exemple, tout ce qui va être routage entre les réseaux, qui est fourni par une des briques de Neutron, le routeur de niveau 3, c'est pas quelque chose qu'on utilise. Donc on a vraiment voulu garder quelque chose de simple. Et tout ce qui va être des services un peu plus haut niveau vont être gérés dans des machines virtuelles, comme j'expliquais avant, avec du code Puppet. Une fois qu'on a du code Puppet qui permet de créer un load balancer ou du code Puppet qui permet de créer un VPN, etc., ça se réutilise très facilement, autant de fois qu'on en a besoin. Et donc en gros, l'idée, c'est d'appliquer un peu le principe keep it simple, stupid, à l'infrastructure, c'est-à-dire d'avoir des petits trucs qui font... Ah oui, déjà ? Ok. Désolé. Je vais accélérer. Donc voilà, plutôt de gérer plein de petits trucs qui vont chacun gérer une petite quantité de ressources, plutôt que d'avoir un gros load balancer pour tous nos clients, un gros firewall pour tous nos clients. Donc on va du coup, pour chacun de nos clients, déployer un firewall, déployer son load balancer, et puis si on a besoin d'un partage NFS, il va avoir son partage NFS. Quand on va avoir besoin de stocker des métriques, on va avoir le serveur pour stocker les métriques, etc. Et donc on va répliquer comme ça cette structure de petits réseaux spécifiques à chaque client pour chacun de nos clients. Voilà. Et du coup, l'enjeu, c'est de savoir faire ça automatiquement, en fait, de ne pas le faire à la main à chaque fois. Et donc, une fois qu'on a outillé la création d'un réseau, d'un load balancer, d'un firewall, tout ça, finalement, entre appeler une API qui va créer quelque chose dans un gros système ou alors appeler un script qui va provisionner les ressources spécifiques à ce client-là, le boulot pour le sysadmin au quotidien est le même, sauf que on trouve qu'on a une meilleure résilience comme ça en ayant plein de petits trucs côte à côte plutôt qu'en ayant un gros truc qui, si le jour où il y a une panne, ça impacte tout le monde, quoi. Et donc une fois qu'on sait également provisionner ce genre de réseau un peu comme on a besoin, ça nous offre une solution de PRA clé en main. On reprovisionne ça sur une autre infrastructure s'il y a besoin, et on a juste à remonter des données de backup. On peut comme ça remonter l'infrastructure, avoir des infrastructures multi-sites et des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, par contre, oui, ce que j'ai pas mentionné là, mais tout ce qui va être service de management, alors des trucs transverses qui nous permettent de piloter un peu tout ça, eux restent centralisés. On n'en a qu'un exemplaire, quoi, mais ils sont pas vitaux pour le fonctionnement des services. Ils servent juste à avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe et puis pouvoir faire évoluer la configuration quand on a besoin, quoi. Voilà, donc j'étais assez haut niveau. Je ne suis pas rentré dans la technique, en même temps 15 minutes c'est un peu compliqué. Néanmoins, je ne sais pas si vous avez, si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, n'hésitez pas. Ça va? C'est bon? Une question rapide, c'était dimensionner l'équipe qui opère la partie infra. Ouais. C'est toujours intéressant pour voir
Alors, nous, aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes qui gère, qui gère différents trucs. La question, c'est quoi? C'est ce qu'on a, nous, dans le dimensionnement? Ouais, c'est ça. Nous, on a 10 personnes. Mais dans les 10 personnes, on a des gens qui s'occupent de tout ce qui est procédure de sécurité pour la certification ISO 27001, de la sensibilisation en interne, tout ce qui est helpdesk interne aussi à l'entreprise, gestion du parc, etc., gestion des outils du SI, donc qui sont hébergés sur la même infrastructure, quoi. Et donc oui, ça nécessite d'avoir quand même quelques personnes. Après, c'est aussi dans une logique de, comment dire, une espèce de seuil, quoi. C'est-à-dire que on atteint après un seuil de gens où rajouter une personne consolide le tout. C'est vrai que quand on est un ou deux, ça peut être un peu risqué. Encore que quand on a démarré, on était trois personnes, quoi. Voilà. Après, il faut les bonnes personnes, il faut maintenir la compétence, etc. Ouais, c'est un enjeu. Très bien. Un tonnerre d'applaudissements.